Bonjour, bienvenue à tous. Si vous êtes encore là à cette heure-là, c'est que vous êtes des passionnés, vous avez bien raison, cette table ronde va être passionnante. Elle est au cœur des problématiques que l'on rencontre tous les jours, ce que je traite moi dans l'actualité au quotidien. Je me présente, je m'appelle Olivier Galzi, journaliste sur iTélé, je vais animer cette table ronde. La problématique, c'est comment un État désargenté peut-il investir? Et c'est fondamental parce que c'est, j'allais dire, la question et peut-être même la seule question. Si on trouve des réponses à cette question, on trouve des réponses à beaucoup de choses. Au fond, comment continuer à investir quand on a épuisé le niveau d'endettement acceptable? Comment investir pour l'avenir quand on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, parce que le monde est en mutation, que ça va de plus en plus vite et que c'est de plus en plus compliqué pour les responsables publics et aussi d'ailleurs les investisseurs privés de savoir eh bien, sur quoi il faut investir demain quand on voit que les technologies sont dépassées avant même parfois qu'elles ne soient totalement abouties. Et comment est-ce que finalement on maintient, tout en essayant de réduire le poids de la dette, un niveau d'investissement qui n'ampute pas le patrimoine des générations futures, parce que l'investissement d'aujourd'hui, c'est bien sûr, quand on parle d'infrastructure, mais pas seulement, aussi de lien social, c'est le patrimoine des générations futures. Et ça, c'est pas évident dans une société qui est de moins en moins, allez, on va pas dire moins en moins cohérente, mais en tout cas qui semble avoir de plus en plus de mal à trouver sa cohésion, parce qu'investir pour le futur, finalement, c'est pas investir pour soi, c'est investir pour ceux qui viendront derrière. Et donc il y a dans cette table ronde de cet après-midi ces questions-là, qui sont à la fois des questions matérielles, mais aussi des questions sociales, et où l'homme et le citoyen restent au cœur de cette problématique que nous allons aborder aujourd'hui, avec une table ronde particulièrement riche en qualité et en diversité d'expériences. Anton Brender, économiste, membre éminent du Cercle des économistes, qui fera l'introduction de cette table ronde. Ezra Suleiman, politologue, professeur à l'université de Princeton aux États-Unis. On va s'enrichir, vous allez le voir, d'expériences internationales pour essayer de comprendre ce qui a marché et parfois ce qui n'a pas marché aussi à l'étranger, et comment on peut en tirer des leçons pour nous en France. Gunnar Lund, qui est ambassadeur de Suède en France et qui a été, dans une vie antérieure, ministre du budget de la Suède. On parle souvent de l'exemple suédois, et donc on va essayer de savoir eh bien, comment ils ont réussi finalement à devenir un exemple, et notamment en particulier dans cette problématique de l'investissement public. Martin Lustau, qui est député argentin, ancien ministre de l'économie argentine. Et vous le savez, l'Argentine est dans une passe particulièrement compliquée, au bord de la faillite. Ils sont dans un bras de fer absolument ahurissant en ce moment, avec des fonds vautours qui veulent récupérer leur mise, qui ne veulent pas de la dette restructurée. Et tout ça est en train de se jouer sous les yeux de la communauté internationale qui, enfin, je trouve moi que ça devrait quasiment faire l'ouverture des journaux à peu près tous les soirs en ce moment, parce que c'est vraiment important ce qui se passe là-bas, et on aura le focus de Martine là-dessus. Vous remarquez aussi son âge d'ailleurs, ça fait quelque temps déjà qu'il a été ministre de l'économie, ça dit beaucoup de choses sur l'état de la France et ce qui se passe ailleurs dans le monde. Voilà, bien que nous ayons eu aussi des ministres du budget particulièrement jeunes, mais c'était plus récent. Avec nous aussi Augustin Romanet, patron des aéroports de Paris, ancien patron de la Caisse des dépôts, qui va nous parler de son expérience à la fois aux aéroports de Paris en termes d'investissement public, mais je pense qu'il reviendra aussi sur l'expérience précédente à la Caisse des dépôts, parce qu'en termes de bras armés d'investissement public, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement faire mieux. Et puis René Ricol, donc président du cabinet de conseil Ricol-Lasteri, qui connaît bien toutes ces problématiques-là, qui a été, je vous le rappelle, entre autres médiateur du crédit, qui s'est occupé aussi d'investissement public en France. Et puis Valérie Pécresse, députée UMP, donc ancienne ministre du budget, et je précise aussi ancienne ministre de l'enseignement supérieur. C'est important parce qu'on va parler à la fois d'avenir et à la fois de sous, et on va s'apercevoir qu'en termes d'investissement public, on n'est peut-être pas en dessous en pourcentage du PIB que les autres. En revanche, on est très en dessous quand on parle d'investissement sur l'éducation, semble-t-il, en termes de résultats au moins. Donc on aura son avis sur la question. Et Carole Sirou, directrice générale de l'agence de notation Standard & Poor's, l'une des PTI les plus craintes et les plus redoutées par nos gouvernements. Tout le monde attend maintenant 2 fois par an de savoir si elle va ou pas dégrader la note de notre pays. Et elle est là pour nous expliquer un petit peu comment ça va se passer, comment elle prend en compte dans la notation, comment ses équipes prennent en compte justement cet investissement public. Est-ce que ça n'est que, à leurs yeux, de la dette, ou est-ce que c'est aussi de l'investissement et quelque part donc du patrimoine pour demain? Voilà, une table riche en qualité. Et pour ne pas perdre plus de temps, parce qu'on a commencé en retard, je vais proposer à Anton Brender d'introduire cette table ronde.
Alors très rapidement, parce qu'en plus il y a le match Argentine, avec l'Argentine qui commence à 18h, et vous savez que les Argentins souhaitent absolument suivre leur équipe. Donc très rapidement, je vais élaborer un tout petit peu sur ce que vient de dire Olivier Galzi. D'abord, un paradoxe, c'est quand on parle des pays développés et qu'on explique que nous sommes aujourd'hui, et la France est dans le cas de beaucoup de pays développés, désargentés, ça peut surprendre, puisqu'en fait, on a quand même un État qui dépense, pour prendre le chiffre français, 1000 milliards d'euros tous les ans. Donc parler de désargenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que jusqu'ici, nos États, et l'État français en particulier, avaient une capacité de s'endetter qui était relativement importante. Et puis une crise est arrivée, la grande crise financière, qui fait que la plupart des États développés ont fortement augmenté leur déficit. Ils ont eu raison de le faire pour soutenir l'activité. Le problème, c'est que ces États, avant cette crise, ils avaient déjà une dette assez importante, parce que c'est vrai qu'on n'accordait pas beaucoup d'importance à l'endettement public et au déficit public, et donc ils se sont retrouvés avec une dette qui était importante, un déficit public qui était important, et des perspectives de croissance, parce que c'est ça le point commun et la grande différence avec les régions émergentes. Nos perspectives de croissance dans la plupart des pays développés sont relativement faibles, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre croissance nominale, parce que c'est ça qui compte, comme l'inflation est contenue, eh bien, au total, les perspectives de croissance du chiffre d'affaires français, sur lequel l'État pourra prélever quelque chose pour rembourser sa dette, ces perspectives de croissance sont faibles. Et c'est cet enchaînement qui fait qu'aujourd'hui, on ne se désendette pas par principe, on se désendette tout simplement, enfin on essaie de réduire les déficits, parce que si on ne le fait pas, demain on va se trouver dans une situation où notre dette publique va devenir insoutenable. Et ça, c'est la contrainte qui fait qu'on peut, sans trop manier le paradoxe, dire qu'un État qui dépense 1000 milliards par an est quand même aujourd'hui un État qui est désargenté, au sens où on va l'entendre aujourd'hui. Alors, quel est le problème et quel est le risque? Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé lorsqu'un État doit rapidement, et c'est ce qu'ont fait la plupart des États européens du Sud, réduire son déficit public. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il supprime, ou qu'il réduit, c'est l'investissement public, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas élaborer, mais c'est sans doute politiquement plus facile. Et c'est ce qui s'est passé en Espagne. L'investissement public, depuis la crise, entre 2009 et aujourd'hui, il a été divisé par 3. Alors, est-ce que c'est un problème? C'est un problème si, effectivement, on considère que cet investissement public, il servait à quelque chose. Et donc, une des grandes questions qui se sont posées, c'est si l'État ne peut plus le faire ou ne peut plus en faire autant, qui va le faire à sa place? Et je pense que pour essayer de répondre à cette question, il faut bien avoir en tête ce à quoi a servi jusqu'à présent l'investissement public. Il a servi à développer le capital, qui fait que nos sociétés sont des sociétés, des espaces économiques relativement chers. On est un espace cher au sens où les salaires sont élevés, les charges sont élevées, les impôts, on en a beaucoup parlé, sont élevés. Ça veut dire aussi que les niveaux de vie sont nettement plus élevés qu'ailleurs sur la planète. Et le problème, c'est que c'est bien d'avoir un niveau de vie élevé, ça pourrait être bien d'avoir des salaires élevés, des charges élevées et donc des prestations élevées, à condition qu'on soit en état de le justifier dans la concurrence économique mondiale. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a un problème? C'est qu'on est un espace cher, mais une partie de ce qui fait que notre espace est attractif et que les entreprises acceptent de venir travailler en France et en Europe en général, malgré le prix élevé de cet espace, c'est qu'on y trouve des choses qui ne sont pas réunies partout ailleurs. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve d'abord des infrastructures. Et ces infrastructures, ça va bien sûr des infrastructures, les chemins de fer, les TGV, les avions, etc. Certains ici sont mieux que moi, placés mieux que moi pour en parler, mais c'est aussi les télécommunications. Et tout ça, c'est une partie du capital qu'on a accumulé largement à partir d'investissements publics, pas uniquement, mais largement à partir d'investissements publics. Ensuite, vous avez un capital humain, c'est-à-dire qu'on a une main-d'œuvre qui est beaucoup plus qualifiée en tout cas qui a longtemps été beaucoup plus qualifiée que dans la plupart des autres régions de la planète. Ça aussi, ça justifie que les salaires puissent être plus élevés, tout simplement parce que ce qu'on achète, c'est quelque chose qui vaut plus que ce qu'on trouve ailleurs. La qualité de notre capital humain, sa quantité, ça fait partie de ce qui justifie le prix élevé de notre espace. Et puis il y a une dernière chose qu'on va appeler, pour simplifier, le capital social. Ça aussi, ça a été beaucoup évoqué ici dans ces journées. C'est le fait qu'on a appris à s'entendre pour travailler ensemble, pour voir les choses, un certain nombre de choses de la même façon. Les gens arrivent à l'heure.
il y a des pratiques qui sont communes, qui sont acceptées sur la façon dont le revenu se partage, etc. Et quand vous y réfléchissez, ce n'est pas le cas partout. Il y a une certaine stabilité sociale, une certaine stabilité politique, une certaine stabilité juridique. Tout ça, c'est un capital social. Et quand vous y réfléchissez, l'investissement public, les dépenses de l'État en tout cas, ont largement contribué par le passé à l'accumuler. Alors la grande question, c'est si demain l'État doit dépenser moins, réduire son déficit, comment va-t-il faire? Comment allons-nous faire? Parce que ça peut ne pas dépendre que de l'État. C'est bien une des questions dont on doit débattre. Eh bien, comment allons-nous faire pour continuer d'accumuler et de maintenir, sans même accumuler, il faut maintenir notre capital social, nos infrastructures, notre capital humain, il faut même essayer de le développer le plus possible, mais comment allons-nous faire compte tenu de la nouvelle contrainte financière qui aujourd'hui pèse en tout cas sur les déficits publics? C'est une question importante. Il faut bien voir que si nous ne trouvons pas une solution positive, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de très simple. Il nous faudra petit à petit baisser le prix de notre espace économique, c'est-à-dire accepter, ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs, à baisser le niveau des salaires, baisser un certain nombre d'impôts. Si on n'arrive pas à justifier le prix élevé de notre espace parce que les entreprises peuvent y trouver, eh bien on sera tout simplement obligé de baisser ce prix. Et c'est ce qu'en principe nous souhaiterions éviter. La question, c'est comment peut-on y parvenir? Merci, Anton. Je vais donc demander à Ezra Suleiman, politologue, professeur à Princeton, aux États-Unis, de nous donner son point de vue américain sur cette problématique et cette thématique-là. Ce n'est pas un point de vue américain, mais bon. En tout cas, qui va être universel, parce que moi je sais ce qu'il va dire. Bon, okay. Non, mais le sujet dont vient de parler Anton, comment investir dans une période de crise et de pénurie? C'est ça la question. Il n'y a que l'État et les citoyens dans tous les pays n'attendent ça que de leur État. Et ça porte, en général, cet investissement, il a mentionné ça plusieurs fois, l'infrastructure. Infrastructure, on entend évidemment tout ce qu'il a énuméré, les aéroports, le transport, les ports, les ponts, etc. etc. Et ça rappelle, tous les gens qui en fait soutiennent ça, rappellent ce que Keynes avait dit pendant la crise de 29. Il vaut mieux avoir des gens travailler, creuser des trous et les remplir après que de ne rien faire, parce que ça, ils seront payés et ça créera une demande. Ce n'est pas sûr. C'est une manière assez rapide de voir les choses, mais ce n'est pas sûr. Il est évident que ce problème est perçu très différemment en France, par exemple, ou en Europe en général, que dans d'autres pays et les États-Unis également. Ça devient très, très vite un problème politique. Ou bien on va vers l'austérité parce qu'on est très inquiété par les dettes, les services de dette et par les dépenses de l'État, ou on va vers, il n'y a que l'État qui pourrait dépenser et redémarrer l'économie. Et donc, en fait, c'est ce que, en général, ça s'est passé, bien que ça a été très contesté dans certains pays. Je pense que le deuxième problème qu'on rencontre, qu'on a essayé de voir ce qu'on devrait faire, c'est que les gens se divisent sur le rôle de l'État. En France, vous êtes habitués de voir l'État faire pratiquement tout, intervenir dans tout, même dans des périodes sans crise. Alors, donc, ça ne pose pas tellement de problèmes. Dans d'autres pays, ça pose un vrai problème, et surtout aux États-Unis, et surtout aux États-Unis d'aujourd'hui, c'est-à-dire où c'est devenu un pays extrêmement idéologique, et le rôle de l'État est très, très contesté et très, très soutenu. Donc, vous avez là une fossé idéologique qui dépasse largement ce que vous connaissez en France. En France, c'est au niveau des rhétoriques, tandis là, c'est vraiment au niveau d'idéologie, et donc l'idéologie qui a un impact considérable sur la politique publique.
Alors, quand un gouvernement change, ou ça passe de républicain au démocrate ou de démocrate au républicain, vous pouvez attendre à des vrais changements de politique. Tandis qu'en France, on ne s'inquiète pas trop. De toute façon, les choses seront pratiquement le même, avec des différences ici et là. Oui, quand vous regardez l'éventail de la politique publique, d'où vous pouvez aller d'un point jusqu'à l'extrême, ça c'est aujourd'hui, ce n'était pas le cas auparavant, bien possible dans un pays comme les États-Unis et probablement pas possible en France. Donc, forcément, la question d'investissement sur l'infrastructure ou d'autres choses devient quand même très, très politique. Vous êtes protégé en France parce qu'il y a quand même une très longue tradition étatiste, colbertiste, etc. Donc, on n'a pas vraiment rompu totalement, on a fait du chemin, mais on n'a pas rompu avec cette tradition. N'oubliez pas une chose, je suis très frappé par le langage qu'on utilise. Le citoyen en France est un contribuable, il contribue à la collectivité. Aux États-Unis ou en Angleterre, c'est un imposable, un taxpayer. Donc, ils ne sont pas qu'ils contribuent à quelque chose. Il fait tout pour s'épargner de payer le moins possible, ou d'essayer de payer le moins d'impôts possible. Évidemment, parce qu'ils estiment que ce qu'ils ne donnent pas à l'État, il le garde pour lui-même. Et il est beaucoup mieux armé, pense-t-il, de décider comment cet argent devrait dépenser. Et donc, il ne fait aucune confiance à l'État. Donc, cette différence est quand même assez importante. Alors, j'insiste sur cet aspect historico-culturel ou politique, si vous voulez, parce qu'il a un pas considérable sur la politique publique qui est choisie. Et je donnerai tout à l'heure, dans un instant, quelques exemples. Le deuxième aspect que je vois, sur lequel je tiens à insister, en fait, c'est ce qu'on entend par infrastructure. En général, c'est comme Anton vient de le définir, comme moi je suivi aussi, c'est les routes, etc., les ports, les transports, etc. Et on estime aussi que cela a un impact considérable sur l'économie. Ça fournit des emplois, des salaires qui sont dépensés tout de suite et que ça aura un impact continuel sur l'économie. Avec une meilleure infrastructure, le pays évidemment va bénéficier parce que le transport va être plus rapide, les idées vont être plus rapides, le service plus rapide, il y aura plus de sécurité, etc. Parce que ça aussi, c'est compris dans l'infrastructure. Et donc, on s'attend à un bénéfice pour l'économie rapide. Alors, certaines estimations que j'ai regardées suggèrent, par exemple, que 100 millions de dollars dépensés sur les infrastructures en Europe devraient se donner comme résultat à peu près entre 1 et 1,3% de croissance à travers la décennie qui suit. Donc, c'est quand même assez optimiste. Ma première pensée, c'est tellement optimiste, on se demande pourquoi les pays ne se sont pas lancés à dépenser vite au moins 100 milliards. Alors, le troisième point qui nécessite une reconnaissance et que le mot infrastructure comporte plusieurs choses. Ce n'est pas aussi simple qu'on vient de le définir. La question reste cruciale. Sur quoi dépenser exactement cet argent? C'est l'État qui peut emprunter à un taux d'intérêt plus ou moins élevé, avec des bons, etc. Mais reste la question. Est-ce qu'elle doit rester contenue dans les
aéroports, autoroutes, etc., etc. Ça, c'est la question. Ezra, il va falloir conclure, mais j'aimerais bien qu'on ait... Oui, je vais conclure. J'aimerais bien qu'on ait l'exemple quand même du Bridge to Nowhere. C'est de l'autre côté, je suis là. Ah, pardon. J'aimerais bien, avant de conclure, qu'on ait l'exemple du Bridge to Nowhere parce que c'est intéressant. 2 minutes et... on a déjà dépassé de 2 minutes, là. Hein? On a déjà dépassé de 2 minutes. Il faut vraiment qu'on accélère. C'est vrai? Ah ben, moi, je regarde, j'ai parlé moins qu'un temps. 7 minutes 32. Allez, on y va. Alors, dans des pays, par exemple en France, on ne voit pas qu'est-ce que ça peut ajouter, puisque déjà la France a une magnifique infrastructure. Même ma mère, qui a 93 ans, qui est venue en France, m'a dit, mais il n'y a pas un trou dans aucune route. Tandis qu'aux États-Unis... Le RER, on va l'emmener. Oui, oui. Alors, bon, et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amélioration à faire. Donc, on doit en fait considérer, et je terminerai dans un instant, c'est que qu'est-ce qui devrait, le critère devrait être qu'est-ce qui, en fait, contribue à long terme à la société et pas ce que donne de l'emploi pendant la crise. Et c'est ça, la dépense d'infrastructure, en fait, donne. Par exemple, je vous donne l'exemple du Japon, qui a beaucoup d'expérience. Pendant 20 ans, ils sont restés dans une période de déflation, etc. Ils ont tout essayé et ils avaient une obsession, fixation sur les autoroutes. Ils ont fait des autoroutes partout, comme nous avons fait des ponts qui n'aille littéralement nulle part. Donc, quel est le sens de ce... Ça, c'est les trous de Keynes qu'on remplit et qu'on reçoit un salaire. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus intelligent, et ça, ce que les Japonais ont conclu, c'est que vous faites beaucoup mieux de dépenser cet argent, pas sur les autoroutes et tout ça, parce que ça n'a pas un effet de long terme, mais en fait sur la provision d'énergie, sur la formation, sur l'éducation, sur la recherche, sur l'innovation, etc. Et bon, ils ont littéralement découvert ça à leurs dépenses beaucoup trop tard, après avoir dépensé de l'argent qui n'a pas donné beaucoup de résultats. Voilà, j'arrête là. Merci. Mais j'essaie de tenir les temps pour qu'on puisse avoir des questions dans la salle et donc vous serez tous amenés à reparler, ne vous inquiétez pas. Hein. Gunnar Lund, ambassadeur de Suède en France et ancien ministre suédois du budget. On parle beaucoup du modèle suédois. Ah, c'est intéressant parce que c'est un des ex-États riches qui avait été le premier à devenir désargenté et qui finalement aujourd'hui est devenu un modèle d'investissement public. La question elle est simple, la recette pour nous éventuellement? Merci beaucoup de m'avoir invité et je vais essayer justement de contribuer un peu à ce débat en expliquant ce qu'a été notre expérience en Suède dans les années 90 où nous avons été frappés par une très grave crise économique et financière. Ce n'est pas pour me vanter d'un énième modèle suédois, mais plutôt parce que je pense que notre expérience à cette époque-là est très pertinente aujourd'hui et à cette question que vous posez pour ce débat. Comment, c'est comme ça que j'ai compris la question, comment redresser les finances publiques sans pour autant casser les investissements qui sont nécessaires pour l'avenir et sans casser le capital social qui est aussi nécessaire pour le futur. Et je pense que me basant sur notre expérience suédoise, je peux répondre positivement à cette question. Je pense que oui, il est possible de redresser les finances publiques sans pour autant casser les investissements et le capital social. En fait, je dirais plus généralement que c'est possible de redresser une économie comme la nôtre et celle de la France, si vous voulez, sans casser le modèle économique et social, sans casser l'État-providence. Et après tout, c'est le défi fondamental devant lequel se trouve la France aujourd'hui. Alors, notre expérience, très brièvement,
nous avons été frappés par une très longue et dure crise économique et financière, récession avec une décroissance pendant plusieurs années, un chômage qui a quadruplé, des finances publiques avec en désarroi, avec un déficit de 10% de PIB pendant des années, un endettement qui a explosé. Tout ça, c'était au début des années 90. Bon, nous avons été obligés de vraiment gérer une crise et mettre en œuvre une politique adéquate. On a dû faire pas mal de choses. Tout d'abord, assainir le secteur financier et aussi laisser flotter notre monnaie. Mais surtout, on a été aussi obligé de redresser de façon absolument drastique nos finances publiques. Et nous l'avons fait dans la façon suivante. Nous avons mis dans un très grand paquet chiffré toutes les mesures nécessaires, un paquet qui a été avec un véritable effort de pédagogie, rendu compris par tous les citoyens, des objectifs chiffrés et très clairs, des engagements de la part du gouvernement très sincères et tenus, et aussi on a fait un effort pour agir avec un maximum de honnêteté et de transparence pour justement établir une grande crédibilité vis-à-vis de nos citoyens, mais aussi vis-à-vis des marchés. Et nous avons été obligés d'utiliser tous les moyens à notre disposition. Il y avait des choix à faire, bien sûr, mais par exemple, est-ce qu'on devrait utiliser les impôts, c'est-à-dire augmenter les impôts ou réduire les dépenses? La conclusion était évidente, il fallait absolument faire les deux. Si on fait uniquement les dépenses, ça frappe trop sévèrement les défavorisés. Si on utilise trop les impôts, ça va déformer inévitablement trop les incitatifs dans l'économie, etc. Alors nous avons fait à peu près 50% de nos économies sur les dépenses, les réductions de dépenses, et 50% sur les impôts. Mais justement sur les dépenses, c'est là où les choses, ce qu'on fait là, les réductions qu'on fait là, c'est cela qui va décider si on réussit ou non à redresser les finances publiques sans casser les investissements et le capital social. Et nous avons alors utilisé une approche très réfléchie. Nous avons exprès épargné de notre programme toute dépense susceptible d'améliorer les perspectives de croissance et d'emploi dans notre économie, comme par exemple l'éducation, infrastructure, formation professionnelle, etc. Nous avons épargné aussi presque entièrement les investissements publics et certainement toute dépense sur recherche et développement. Et nous avons visé pour presque la moitié de nos économies sur les transferts vers les ménages, c'est-à-dire retraite, assurance chômage, assurance maladie, allocation, subvention au logement. Vous vous rendez compte, on n'a pas eu une révolution, mais justement, c'était des choix terriblement difficiles et qui a frappé, mais qui a frappé pratiquement tout le monde. Nous avons sauvegardé de l'autre côté ce que nous appelons, nous, la consommation du gouvernement, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles et toutes les activités essentielles pour le bon fonctionnement de notre société. C'est comme ça, on a quand même réussi. On a aussi profité de cette crise, et ça c'est un conseil au Trésor ici, pour nous débarrasser d'un tas de niches et d'anomalies dans notre système, pour améliorer l'efficacité et faire des réformes structurelles.
Je nomme uniquement 3 exemples. Nous avons aboli le contrat à vie pour fonctionnaires en Suède en 1993, alors, et qui existe toujours. Nous avons aboli toute indexation des dépenses publiques, c'est-à-dire aujourd'hui, tout est nommé aux termes nominaux. Nous avons aussi introduit un système assez astucieux pour encourager les agences gouvernementales à faire des augmentations de productivité. Nous déduisons systématiquement des allocations aux agences gouvernementales, l'équivalent de l'augmentation de la productivité dans le secteur privé chaque année. OK, je vais terminer. Mais alors, le résultat était là, et le déficit budgétaire était en 94 10% du PIB. 3 ans plus tard, il était de 2%. Et nous avons eu une croissance dans les années qui ont suivi cette expérience difficile, une croissance rétablie à 3% et demi de notre économie. Merci. Alors, on va maintenant s'intéresser au cas argentin. Merci. Au cas argentin, j'allais dire le cas qu'il vaudrait mieux ne pas suivre, effectivement. Vous êtes dans une situation extrêmement compliquée, une dette très mal gérée, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des fonds vautours qui vous ont poursuivi en justice et qui ont eu gain de cause aux États-Unis et qui pourraient vous mettre en faillite. Les négociations en sont là. Comment on en arrive là? Et éventuellement, aujourd'hui, les leçons du cas argentin que l'on pourrait tirer pour la France. Bonsoir, je m'excuse, mais je ne parlais pas français. Alors, je dois parler en anglais. First, it seems fair that you invite an Argentinian to talk about crisis, because we have crisis very often. Yesterday in the inaugural session, there was a student that she was 23, and she said that since she started studying, she's been in a crisis. I started studying 25 years ago, and I went to 2 hyperinflation bouts, the tequila effect that started in Mexico and spread throughout Latin America, depression, default. We are now on the verge of another default. So that was only in my lifetime since I started university. But crisis is a relative thing. We live in crisis much bigger than this. We lost in the depression 20% of our GDP, 25% unemployment, 50% of families were in poverty line, below the poverty line. So crisis is relative. So when I look at the way this is organized, when I go through these developed countries, I can see that it's a relative thing. Penniless is a relative thing as well. If you take a look at per capita resources measured in purchasing power parity of OECD countries, it is 4 times bigger than those of Latin American countries. 4 times bigger. So penniless is also relative. Not only that, but you can finance yourself at rates that are 3 or 4 times lower than the rates that we suffer. And not only that, usually interest rates behave pro-cyclically in our countries, because whenever you have a crisis, you have capital outflows, and that increase interest rates. So you are in a sort of worst possible state in order to try to align your macroeconomy again. Maybe because of these things is that Argentina always reacts in a hyperbolic way. So we have this big crisis, we take big measures. Maybe it's also because we're close to the greatest country in the world. That's what the Brazilians call themselves. So in order to counteract that, we need to exaggerate. Instead of using homeopathic doses for crisis and for measures, we use close to radiation level doses. And when we suffered the last depression, investment as a whole went down 5 percentage points of GDP. Yeah, so that was a drop of 35% of our investment rate. And the same happened with public investment. Public investment completely evaporated. There was no public investment because public investment is the least costly from the political point of view
to cut down whenever you're in a recession or in a big problem. And then after the crisis, we experienced a mega devaluation, so we became hyper competitive. We experienced default and debt restructuring. So we had no big load of the debt in terms of the economy or the public sector. And also this is something that researchers didn't look properly, and I think it's a good thing that they will. In Argentina, we bail out families and small and medium companies when the crisis hit. We didn't bail out the financial sector. So what happened is that Argentina resumed growth 5 months after the worst part of the crisis. And we kept on growing and growing and growing. And when we did that, what happened is that the size of the public sector started expanding again. In the last 5 years, for example, it grew 10 percentage points of GDP. And now, of course, we're in trouble, we're in recession, we're running very high inflation, and also, as was mentioned before, close to default in 25 days unless we solve the issue. So I don't want to talk about what kind of investments you should trigger, because I think that the public expenditure is to be taken as a whole in a different way, from a different perspective. I want to talk about cycles and government expenditure. Because what happens is that when you hit a low, when you're in a recession or in a depression, then you talk about state modernization or deregulation or liberalization as an euphemism for public cut-downs. So they acquire a very bad name. And then when you're in an expansionary phase and you need to tackle those things, because those things what do is that they prevent crisis, or then they give you tools in order to counteract the crisis, then when you are in an expansionary mood, you forget about those things. So it's not only that you need to invest, the public sector not only needs to invest and promote investment opportunities and investment environment for the private sector, it also has to think of itself as a major actor in increasing total factor productivity. Because when you look at total factor productivity, you're taking the whole economy. But our states are 40% of that. And because of the way the state is measured in national accounting, that is factor cost, then we don't deal properly whether the state, not only in terms of its investment, but in terms of its expenditure as a whole, it's increasing its own productivity. And that, again, is 40% of the economy. So when you lose that, when you have a public sector that don't assess itself, don't know exactly what it's doing, sometimes crises are big opportunities to cut the lean, cut all the fat, and try to trigger better behavior at public sector levels. But of course, then, those are very important lessons that you need to remember once you're out of the downturn part of the cycle. Otherwise, you run into trouble again, as unfortunately my country shows. Thank you, Martin. Donc, c'est très intéressant ces points de vue extérieurs. On va maintenant se rapprocher de la France avec ceux qui sont responsables, l'ont été, le sont toujours, à la fois dans le public, dans le privé, au niveau politique ou au niveau des affaires. Et on commence avec Augustin de Romanet, le patron des aéroports de Paris et l'ancien patron de la Caisse des dépôts. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Un État désargenté peut-il investir autrement? Alors, d'abord, en contexte, 3 phrases. Grand 1, l'État n'a plus d'argent. Grand 2, pour le cas de la France, nos infrastructures sont assez bonnes, mais dans le domaine de l'éducation, ça se gâte. Et troisièmement, dans le contexte de guerre de l'épargne mondiale dans lequel nous allons être, l'État va devoir se réinventer. Donc, j'ai 6 minutes, j'ai 6 points. Premier point, les États ne peuvent pas se passer d'investir. Deuxième point, je vous parlerai de la France en quelques secondes. Troisième point, le contexte de la guerre mondiale de l'épargne et de l'investissement, qui est au fond la principale chose que vous pourrez retenir de cette présentation. Quatrième point, les changements de comportement de l'État. Cinquième point, quel type d'innovation l'État va devoir utiliser pour être un acteur économique plus intelligent. Et sixième point, l'État devra être ouvert sur le monde. Alors, premier point, l'État est un acteur essentiel de l'investissement. Bon, c'est un truisme, mais il faut simplement le rappeler. L'idée que l'État n'investisse plus n'est pas possible. Un certain nombre d'infrastructures s'amortissent sur un nombre de générations tel que les États sont incontournables. Pensez aux canaux, pensez à l'installation ITER, par exemple, pour les recherches sur la fusion nucléaire. Et lorsqu'on a essayé de faire jouer au marché le financeur de grandes infrastructures, type Eurotunnel ou Canal de Panama, ça s'est traduit par la spoliation des petits épargnants.
Donc, dans un monde dominé par l'incertitude plus que jamais, l'État doit prendre sa part pour investir. Premier point. Deuxième point, la situation de la France. La situation de la France est bonne sur les infrastructures, même si ces infrastructures vieillissent. Évidemment, c'est beaucoup plus préoccupant aux États-Unis, mais chez nous, nous sommes encore dans le classement de Davos, 4e en infrastructure en 2012, et on est premier sur la compétitivité en termes de prix de l'électricité, etc. Bon, cela dit, en matière d'éducation, nous régressons. Dans le classement PISA, nous sommes 25e des pays de l'OCDE, des pays examinés sur 65, ce qui n'est pas formidable. On est au 3e avant-dernier rang sur les qualités en littérature. On a 80 000 gamins qui sortent de l'école illettrés chaque année, etc. Et quant à l'investissement privé, il est faible puisqu'il est évincé par l'investissement public. Nous avons 30% des entreprises qui ne déclassent aucun appareil ces 5 dernières années, alors qu'entre 91 et 96, il n'y avait que 18%. J'ajoute qu'en France, on a 34 000 robots industriels. En Allemagne, on en a 162 000. Donc nous sommes en retard. Voilà pour la situation de la France, un train de vie trop lourd de l'État, enfin tout ça vous le connaissez. Troisième sujet, la concurrence entre l'épargne et l'investissement. Je vais brièvement résumer ce que Jean-Hervé Lorenzi dit magnifiquement dans son dernier livre. L'État va d'autant moins pouvoir se désintéresser de l'épargne et de l'investissement qu'il va exister un déséquilibre majeur sur le long terme, puisque les pays en voie de développement développent des sécurités sociales. Et donc l'épargne va structurellement baisser. Et les pays vont tous avoir des besoins d'investissement croissants dans le monde. Simplement retenez un chiffre. On va passer d'un excès d'épargne de 0,10% du PIB mondial aujourd'hui à un déficit d'épargne de 4,8% du PIB mondial en 2030. Sous l'effet, d'une part, d'une épargne qui va baisser de 10% environ pour passer de 24 à 22, et d'un investissement qui devrait croître pour passer de 24 à 27, 24,5 à 27. Donc, vous allez avoir un conflit entre épargne et investissement qui va être de plus en plus violent et qui va se traduire par une hausse des taux d'intérêt. Dans ces conditions, l'État, qui ne peut se dispenser d'investir, va devoir trouver des nouveaux modes de fonctionnement. D'abord, il va devoir être plus sélectif. Je prendrai simplement une image. Entre faire la ligne de TGV Paris-Besançon, qui va satisfaire quelques dizaines de milliers de francs-comtois, et pour le même montant d'argent, rénover le RER, qui va améliorer la vie de millions de Parisiens, il y a un choix économique qui est évident en faveur de la région parisienne, et il y a un choix politique qui est évident en faveur du TGV. Il faut que ce type de choix soit revisité, et l'obligation de sélectionner, pardon pour les francs-comtois, est capitale. Dans cette perspective, les pouvoirs publics, avec le rapport Duron, ont montré qu'ils étaient en train aujourd'hui de revisiter les choix. Nous serons aussi obligés de concerter plus les choix d'investissement qu'auparavant. L'État n'est probablement pas mieux en mesure que le secteur privé de savoir quels seront les besoins du futur. Et donc plus de concertation, plus de décentralisation. Vous savez qu'en Allemagne, la décentralisation de la production électrique est en train de devenir un phénomène de masse. On peut aussi penser à Schumpeter qui, dès 1947, disait « Investir à long terme quand les conditions se modifient rapidement constitue un exercice aussi à peu près aussi hasardeux que tirer sur une cible mobile. Donc la nécessité de se concerter avec le privé pour savoir où sont les besoins futurs est cruciale. » Ça, c'était le 4e point. J'en suis à 5 minutes, donc je vais accélérer. Le 5e point. Le 5e point, c'est donc que l'État n'ayant plus d'argent, il doit être facilitateur, il doit être organisateur plutôt que prescripteur et financeur. Alors, là, je ne peux pas développer chacun des sujets parce que je n'aurai pas le temps, mais on doit faire flèche de tout bois. On doit songer à la mutualisation et à l'allègement des dettes. Mutualisation avec les eurobonds, allègement des dettes en développant les project bonds pour les équipements. On peut songer éventuellement à des modèles de dette perpétuelle. On peut songer à utiliser beaucoup plus la garantie. Je pense que la fonction essentielle d'un État est d'exercer le métier d'assureur. Et ce métier d'assureur, l'État peut le consentir sans marge, puisque finalement ce sont les citoyens qui s'assurent eux-mêmes. Donc finalement, il n'y a pas de prime de risque à payer pour le citoyen vis-à-vis de lui-même. Et je crois que la théorie du risque doit se transmuter en théorie du partage des risques, pour voler l'expression à Jean-Hervé Lorenzi. L'État a également beaucoup d'outils. Je pourrais citer par exemple le stock du fonds d'épargne, 315 milliards d'euros, dont l'utilisation peut éventuellement être optimisée, mais ça sera l'objet des prochaines journées économiques d'Aix. Le 6e point, c'est de dire que l'État doit être ouvert sur le monde. L'État doit être ouvert sur le monde à 2 égards. D'abord, pour reprendre ce que disait M. l'État ce matin, on doit incontestablement avoir une politique européenne qui s'occupe de croissance. Nous avons créé des fonds d'infrastructure européens à la Caisse des dépôts, que ce soit Marguerite, que ce soit Inframed.
il faut incontestablement faire de la croissance un sujet européen et développer l'utilisation de la Banque européenne d'investissement qui est beaucoup trop peu connue. Et enfin, dernier point, il faut ne pas avoir peur des fonds souverains. Dans cette guerre de l'épargne mondiale qui va voir les taux d'intérêt monter et la recherche de fonds disponibles de plus en plus difficile, il faut apprivoiser ces fonds souverains, ce que les pouvoirs publics font de plus en plus. Pour conclure, parce que j'en suis à 7 minutes 04 et je vais me faire chahuter, je dirais que le principal acquis de nos pays de l'OCDE, et particulièrement en Europe, c'est un cadre juridique et fiscal qui est encore perçu comme stable. Et c'est un point très important que devraient retenir les pouvoirs publics, c'est que, au fond, l'État n'ayant plus d'argent, il pourra de moins en moins investir lui-même. Il faut qu'il attire les capitaux d'autrui. Et comme dans beaucoup de zones du monde, vous allez voir que des crises de confiance vont se développer, eh bien, il faut que tous les capitaux du monde aient envie de venir dans un pays dans lequel on a des bons notaires, des bons avocats, des bons tribunaux. En quelque sorte, l'investissement dans un cadre juridique stable me paraît aussi devoir être recherché. Merci beaucoup. Merci. Et j'ajoute de bons experts comptables pour faire la transition. René Ricol, très écouté par nos dirigeants, par Nicolas Sarkozy à l'époque et d'après mes informations aujourd'hui, toujours très écouté sur ces questions d'investissement public. Je sais qu'il est d'accord avec tout ce qui a été dit ici et pour autant, semble-t-il, ces conseils n'ont pas totalement porté leurs fruits. Elle se fait où la déperdition ? Alors, je ne vais pas répondre à cette question parce que je vais reprendre mes 6 points comme Augustin et je vais essayer de montrer que je suis capable de faire comme Augustin, mais je vais tenir en 5 minutes. Écoutez, premièrement, en Paris, on y va ? Regardez. Ah, ouais. Premièrement, je vais prendre le micro de gauche. Très bien. Moi, je fais comme on me dit. Mais alors, j'ai 30 secondes de perdu. Retrouvez, ça marche là ? Donc, je vais essayer de faire comme mon camarade Augustin, mais je vais essayer de le faire en 5 minutes. En 6 points, voilà. Premier point, il faut qu'on se voit tel que l'on est. On ne peut bien se gérer que si on se voit tel que l'on est. On ne gère pas une PME comme une TPE, comme une ETI, comme une multinationale. La France n'est plus une puissance mondiale de premier plan. La France est une vraie puissance, mais de second plan. Nous sommes une ETI au plan mondial. Tant que nos dirigeants continueront à penser qu'on joue à armes égales avec les États-Unis ou avec la Chine, ils seront à côté de la plaque. On se compare à la Suède, à la Hollande, à l'Angleterre. On ne se compare pas aux États-Unis parce qu'on marche sur la tête. Là, vraiment, il faut qu'ils redescendent d'un cran le parachute. On se voit tel qu'on est. Si on se voit tel qu'on est, on se dit quelles sont nos valeurs, c'est mon deuxième point. Qu'est-ce qui fonde notre nation ? Parce que se voir tel qu'on est, c'est pas renoncer à nos valeurs. Nos valeurs, ce sont l'éducation, la santé, pour tous, c'est la sécurité pour tous et c'est la justice. On doit donc, troisième point, continuer à investir fortement et à dépenser sur ce qui fonde nos valeurs, mais à le faire avec le sens de l'économie. Et on a des marges d'économie, et ces marges d'économie sont notamment dans la généralisation de l'utilisation du numérique. Franchement, vous avez des exemples tous les jours de démarches inutiles, d'attendre à des guichets inutiles, quand tout ça pourrait être réglé par du numérique. Donc on a des marges de manœuvre et d'économie, c'était mon troisième point. Mon quatrième point, c'est dans les autres secteurs, dans tous les autres secteurs, on refuse toute subvention ou toute activité à perte. Ce qui veut dire qu'on s'évite de faire le TGV qui va à Besançon, pire à Barcelone, mais qu'on règle les problèmes du RER, parce qu'il y a des millions de gens qui vont payer et qui vont être en plus contents de payer pour avoir un bon service. Donc tout ce qui est à perte, tout ce qui est subvention, on le supprime définitivement. J'ose dire qu'on l'a un peu fait avec Valérie dans les investissements d'avenir. C'était une règle qu'on a prise, pas de subvention. Ça veut dire ensuite que, c'est mon cinquième point, nous allons donc essayer de favoriser les investissements publics-privés, puisqu'on ne veut plus de pertes. Donc on peut co-investir avec le privé, en essayant de sélectionner des projets à potentiel de croissance et donc d'emploi. Et enfin, on va essayer, une fois que toutes ces règles sont posées, de simplifier nos structures et de stabiliser nos règles. Simplifier nos structures et stabiliser nos règles, c'est à la fois permettre aux candidats entrepreneurs de se développer en sachant rapidement créer des sociétés, trouver les bons relais, et c'est attirer les capitaux étrangers vers la France. J'ai terminé.
comme il a terminé un petit peu avant les temps, du coup maintenant on a peut-être le temps de répondre à la question. Elle se fait où la déperdition entre les bons conseils que vous donnez là et le fait que, semble-t-il, on ait le sentiment que tout ça ne soit pas totalement appliqué politiquement? Non, mais parce que les dirigeants politiques ont la maladie d'introduire trop de politique dans leurs décisions. Une fois qu'ils sont élus, on sort de la politique pour se faire élire et on rentre dans la gestion. Et on ne gère pas différemment un pays d'un groupe, contrairement à ce que tout le monde pense. C'est la même chose. Dans une entreprise, vous ne tenez que parce que vous avez des valeurs. Supprimez les valeurs dans une entreprise, vous cassez l'entreprise. Supprimez les valeurs dans un pays, vous cassez le pays. Donc il faut évidemment se gérer comme une entreprise. Et quand on pense qu'on a plus de moyens qu'on en a, eh ben on fait des bêtises. C'est comme un ménage, quand on dépense plus que ce qu'on gagne, à la fin, on marche sur la tête. Voilà. Valérie Pécresse. Je crois que la question d'Olivier Galzi est une très bonne introduction. Moi, je crois que ce qui ne va pas dans le fonctionnement des pouvoirs publics, et j'en prends, j'allais dire, toute ma part, et je fais un mea culpa à toute l'assistance, c'est ce qu'a très bien résumé l'ambassadeur de Suède. C'est que si vous voulez investir, il faut baisser les dépenses de fonctionnement. Et quand un État est désargenté, il faut faire des choix politiques. Et ces choix, on n'a jamais réussi à vraiment les faire. On les a fait un peu. René Ricol l'a très bien dit pendant la crise. On les a fait avec les investissements d'avenir. Mais moyennant quoi, on les a fait en creusant le déficit et en endettant la France. Ça a été un choix politique assumé, et assumé devant les Français. Maintenant, le sujet aujourd'hui, c'est qu'on est dans un paradoxe. Il n'y a jamais eu autant d'argent privé dans l'économie, jamais eu autant, jamais eu des taux d'intérêt réels aussi faibles, et en même temps, on a des États qui sont désargentés, faute d'avoir fait le choix de l'investissement, face contre le fonctionnement ou contre la sphère sociale au sens très large du terme. Alors moi, je voudrais quand même revenir sur un point. On dit État dans cette table ronde, c'est bien joli, mais les collectivités locales, mais font une dépense d'investissement annuelle qui est bien supérieure en réalité à celle de l'État. Et moi, je voudrais quand même qu'on s'interroge sur la question de qu'est-ce que c'est l'investissement et où est-ce qu'on a besoin d'investissement en France aujourd'hui. Parce que j'ai entendu dire des choses un peu contradictoires. Oui, on a des besoins d'investissement matériel en infrastructure. Oui, on en a. On en a, on a parlé des RER, Augustin l'a dit, mais le drame de Brétigny. Le drame de Brétigny, c'est un drame de maintenance, c'est un train corail Paris-Limoges qui se déraille. C'est un problème de maintenance des lignes RER d'Île-de-France. Donc quand on dit le RER, c'est un sujet politique pour les Franciliens, non. Il y a des millions de Franciliens qui prennent les RER, mais ces lignes SNCF des RER sont utilisées par tous les trains grandes lignes. Donc c'est en réalité un problème d'infrastructure SNCF. Donc on a un problème d'infrastructure ferroviaire, on a un problème d'infrastructure universitaire, c'était le plan campus qu'on avait lancé, on a un problème d'infrastructure éducative, problème notamment sur les lycées, pas dans toutes les régions mais dans un certain nombre. On a un problème encore sur l'hôpital, on a un problème sur les prisons. Alors c'est pas rentable de construire une prison économiquement, j'entends, à court terme, mais c'est humanitaire. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut plus laisser des infrastructures publiques régaliennes dans un mauvais état. C'est la même chose pour les casernes de gendarmes. Ça n'a pas une rentabilité économique immédiate, mais c'est aussi une question de qualité du service public qu'on rend. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la question qu'a posée Ezra. Est-ce qu'on a toujours fait des investissements rentables ? Et Augustin l'a posé. Je suis désolée, les ronds-points, à un moment donné, on en a fait beaucoup trop. On continue à en faire, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un moment aussi, cette question de comment on calcule la rentabilité d'un investissement est très importante dans la sphère publique. Donc, il y a des besoins d'investissement matériels. Il y a des besoins d'investissement immatériels. Ils sont cruciaux. Et là aussi, on en a fait avec les programmes d'investissement d'avenir dans la recherche. Mais il y a aussi la question de l'éducation. Et dans la recherche comme dans l'éducation, je suis désolée, on n'est pas là pour se mentir. Le sujet, il est entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Et à un moment donné, si on veut un baccalauréat à 12 épreuves, eh ben on aura un baccalauréat à 12 épreuves. Mais on ne fera pas d'innovation pédagogique, on n'ira pas vers des nouvelles matières, on n'ira pas vers des nouvelles disciplines, et on n'ira pas vers le soutien scolaire et j'allais dire la réussite pour tous. Donc on a un sujet de choix à faire, choix politique sur notre système éducatif, choix politique aussi sur notre système de recherche. À 70 organismes de recherche qui montent des projets. Alors, ce n'est pas de la faute des organismes de recherche, c'est de la faute de l'administration. On a considérablement rendu le système illisible, faute d'avoir fait un certain nombre de choix, et ça devient ingérable. Et la suradministration de la recherche a un coût énorme pour la recherche française. Donc, sur l'immatériel, on a des sujets.
Il y a un troisième investissement dont on a besoin, c'est l'investissement dans l'économie. Les Français n'investissent pas dans l'économie réelle. On a un problème de financement de notre économie. Et le sujet, là, pour moi, il est, là encore, aussi de la responsabilité de l'État. Pourquoi? Parce que l'État a défiscalisé des outils d'épargne. Et les outils d'épargne qu'on a défiscalisés attirent l'épargne, forcément. Le livret A, bon, c'est de l'épargne défiscalisée avec un rendement garanti. Pourquoi voulez-vous que les Français, les petits épargnants, aillent mettre leur argent ailleurs que dans le livret A, aillent le mettre dans de l'épargne en action? Surtout qu'on a, alors là, je suis désolée, mais je vais là aussi prendre mes responsabilités. On tient un discours économique, j'aimerais bien que le cercle des économistes relaye ma pensée, complètement absurde sur la fiscalité de l'épargne en France aujourd'hui. On nous a expliqué qu'il fallait que le capital soit taxé de la même façon que le travail, parce qu'il ne fallait pas que les rentiers gagnent plus que les salariés. C'est un raisonnement qui n'est pas valide. Il n'est pas valide parce qu'une bonne partie du capital qui est investi, c'est du travail qui a déjà été taxé, c'est les économies des salariés. Et alors, moi, je ne suis pas du tout pour une société d'héritiers. Hein, je le dis très franchement, je ne suis pas du tout pour une société d'héritiers. Si on veut taxer le capital, on taxe l'héritage. Mais en revanche, le fait de dire si un salarié a envie de placer son épargne, il vaut mieux qu'il le place dans le livret A parce que c'est défiscalisé que de le placer en action, parce que l'action, elle sera taxée, surtout si c'est un salarié à fort potentiel, elle sera taxée à 40 ou 50%. Enfin, les revenus de l'épargne seront taxés à 40 ou 50%, alors que ce n'est pas le cas dans les autres pays. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on est de l'ordre de 20 ou 25% de fiscalité de l'épargne dans les autres pays, des revenus de l'épargne. Donc on a un vrai souci. Ensuite, donc il faut absolument qu'on finance l'épargne complètement différemment et qu'on la fiscalise complètement différemment. Et la solution sur la fiscalité de l'épargne, me semble-t-il, c'est simplement de regarder ce qui se fait dans les autres pays et d'harmoniser la fiscalité de l'épargne française avec la fiscalité de tous les pays qui nous entourent. Tout le monde y a réfléchi, tous les pays européens y ont réfléchi. S'ils ont trouvé un taux qui est à peu près le bon, faisons la moyenne des taux européens, on saura à combien il faut fiscaliser l'épargne. Alors où est-ce qu'on trouve de l'investissement aujourd'hui privé, comme on amène l'investissement privé à financer des infrastructures publiques? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Alors il y a un premier sujet, je m'étonne qu'on n'en ait pas encore parlé depuis le début, partenariat public-privé. Sujet totalement tabou, je suis prête à répondre à des questions. Tu poses des questions, mais il y en aura dans la salle, et oui, on va conclure. Partenariat public-privé, tu l'as dit, mais on en a très très peu parlé. Pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça marche en Seine-Saint-Denis pour les collèges, grâce à M. Bartolone? Pourquoi ça ne marche pas à Corbeil, Évry, quand on fait un grand hôpital? Il y a des vrais sujets sur les partenariats publics-privés. Il faut financer des projets à taille humaine et il faut que l'État surveille. Il faut que l'État surveille pour que, évidemment, le secteur privé ne s'engraisse pas avec des partenariats publics-privés déraisonnables. Mais en même temps, le partenariat public-privé, ça marche. Il y a un transfert de risque sur le privé qui est très, très Valérie Pécresse, je vous arrête juste 2 secondes pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Tout à l'heure, vous disiez on a fait trop de ronds-points. On sait que c'est de la dépense de collectivités territoriales. Vous avez insisté sur ce point au départ. Là, vous parlez de... non, ça c'était l'État à l'époque. Avant la décentralisation, c'était l'État. Ensuite, ça a été les collectivités territoriales. Au départ, c'était les DDE. Mais l'État est tout aussi coupable. Hein, partenariat public-privé, on sait qu'il y en a pas mal qui ne marchent pas, effectivement, qui sont initiés par des élus locaux. Est-ce que vous êtes en train de dire au fond que l'État doit reprendre pour cet investissement public général la main pour pouvoir effectivement faire rentrer ces capitaux privés mais avec un contrôle plus renforcé? Ça serait ça l'idée? Non, il y a une mission d'appui au partenariat public-privé étatique qui viendra en conseil des collectivités locales pour qu'elles puissent en faire. Moi, je n'oppose pas l'État et les collectivités locales. Je demande simplement qu'on demande les mêmes exigences de gestion collectivité locale qu'à l'État. C'est-à-dire arrêter de... Je vais vous donner un exemple qui me tient un peu à cœur, vous allez le comprendre. La région Île-de-France, il y a 15 ans, 60% de budget d'investissement, 30% de budget de subvention et de fonctionnement. Aujourd'hui, on est au ratio inverse. 66% de budget de subvention et de fonctionnement, 30% de budget d'investissement. On comprend beaucoup de choses quand on a ces chiffres. On comprend beaucoup de choses sur le problème de l'avenir du pays et de la vision des collectivités locales. Alors ensuite, il y a le sujet de la couverture du risque. Moi, je suis totalement... pour conclure, s'il vous plaît. Alors, deux petits mots. La couverture du risque, moi je pense qu'effectivement, l'État doit être de plus en plus en couverture du risque et laisser des financements privés venir. Je pense que, je vous donne un seul exemple, mais ça c'est les prêts étudiants. Les prêts étudiants, les banques sont tout à fait prêtes à prendre des prêts étudiants. Le seul souci, c'est garantir que les étudiants rembourseront le prêt à l'arrivée avec un chômage à 20%. Des jeunes. Et le sujet, c'est que l'État peut venir garantir.
et dire, moi, je prends le risque. Parce que sur la masse des étudiants, eh bien, ils finiront tous par un moment gagner leur vie. Donc l'État peut garantir le risque sur les prêts étudiants. On avait commencé à lancer l'idée, il faudrait aller beaucoup plus loin. Donc l'État est plus en garantie de risque, c'est ce que fait la Caisse des dépôts, c'est ce que fait aussi la BPI sur les entreprises. Et puis enfin, dernière chose, la BEI, les fonds européens, la France, un peu peut-être aussi par orgueil, a très peu mobilisé les fonds européens. On a considéré que les fonds européens devaient aller aux pays d'Europe centrale, ils devaient aller aux pays plus déshérités. Je vais vous dire, les autres sont sans complexe, absolument sans complexe. Les Allemands, les Britanniques sont sans complexe. Ils vont chercher les fonds là où ils sont et ils vont les chercher à la BEI. Merci. Alors on va... Oui. Avec le micro, Ezra. Par l'État. Take microphone. Les prêts garantis par l'État, ça on le connaît très très bien aux États-Unis, c'est-à-dire tu n'as pas obligé de rembourser avant que tu ne commences, voilà, Ça marche pas encore travailler, et même après 1 an, je pense, ou quelque chose comme ça. Ça marche que pour les diplômes qui assurent un emploi, en fait. Voilà. Les banques sont frileuses. Voilà. Mais le problème est que ce qu'on a découvert aujourd'hui, je parle littéralement d'aujourd'hui, c'est que les dettes non payées et qui tombent sur l'État est plus que tout ce qui est les dettes de toutes les cartes de crédit. Tu imagines ce que c'est? Oui, mais vous, c'est beaucoup plus cher, Ezra. Oui, bien Ezra, sûr. Nous, en France, la licence, c'est 170 €. Non, ça c'est vrai. Non, si ça reste à 160, si ça reste à ce niveau. Non, il faut financer la vie de l'étudiant. Ça coûte cher. C'est pas dans les mêmes. Mais je laisse vivre le débat, c'est intéressant aussi. Ça vous va si ça se passe à la tribune, hein? Voilà. Allez, on va passer maintenant à Carole Sirou, parce qu'elle représente une institution qui a un rôle très important, les fameuses agences de notation qui font parler d'elles régulièrement, 2 fois par an. Est-ce qu'on va être dégradé? Est-ce qu'on ne va pas être dégradé? Enfin, la note de notre État. C'est un métier évidemment un petit peu compliqué, pas très bien aimé par les temps qui courent. Alors eux se défendent en disant qu'ils ne sont que le thermomètre et qu'on ne peut pas accuser le thermomètre quand la température monte. La réalité, c'est que c'est aussi un thermomètre qui participe à faire monter la température une fois qu'il l'a donnée et qu'elle est mauvaise, effectivement. C'est une difficulté. Carole Sirou, la question que j'ai envie de vous poser par rapport à cette table ronde, l'investissement public. Est-ce que vous considérez que c'est de la dette et donc c'est de nature à dégrader notre note, ou est-ce que vous considérez que c'est de l'investissement et que donc c'est de nature à la maintenir, voire à la relever? Alors déjà, en général, je suis présentée comme étant le diable en personne. Et, donc je vais essayer de déjà répondre à un certain nombre d'idées préconçues. Et qu'est-ce qu'une agence de notation et pourquoi on est là? En fait, on essaye de protéger l'épargnant, en tous les cas de lui donner une information quand il investit son épargne pour savoir s'il va être remboursé. Et pour nous, notamment quand on note un État, puisque là on regarde l'État, on va essayer de déterminer la soutenabilité de cette dette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la soutenabilité de cette dette? C'est quand vous prêtez à un État à 15 ans, à 20 ans, est-ce que les recettes seront là pour rembourser cette dette? Et c'est là, c'est vraiment le sujet le plus important et c'est le lien avec l'investissement ou avec des points qu'a évoqué René Ricol, à savoir comment créer aujourd'hui les conditions du remboursement de cette dette en soit levant l'impôt, soit en investissant. Et c'est vrai que c'est souvent très mal compris puisqu'on est brocardé comme étant les chantres de l'orthodoxie et voire de la réduction des déficits publics. Or, c'est d'abord très simplificateur, puisque pour nous, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir cette trajectoire et de comprendre comment un emprunteur, État en particulier, va être à même de rembourser sa dette. Et c'est vrai que malheureusement, l'investissement est souvent perçu comme étant le premier levier de flexibilité en termes de flexibilité budgétaire, et donc c'est finalement un choix à très courte vue, souvent d'ailleurs, et ça a été évoqué par certains panélistes, permettant une absence de choix, parce que c'est plus facile, entre guillemets, de couper sur ses dépenses plutôt que de regarder certaines dépenses courantes ou encore plus de... Pardon Carole, juste une petite explication, c'est parce qu'il ne veut pas rajouter de la crise à la crise en Argentine, oui, donc il y a le match qui commence. Mais oui. allez-y. Allez-y, pardon.
La confiance, c'est important. Donc, c'est vrai que l'investissement, c'est finalement le premier levier à court terme et finalement peut-être le sacrifice à long terme des finances publiques. Je voulais juste évoquer, je crois que c'était Anton tout à l'heure qui a commencé là-dessus, quelques chiffres qui pour moi sont frappants. 13 milliards de dépenses d'investissement en 2014 au niveau de la zone euro, 47 milliards en 2009. Donc c'est clair que l'on prenne n'importe quel des pays européens, ça a été un des premiers leviers finalement pour répondre à la situation actuellement d'endettement extrêmement élevé. Et donc la question c'est comment arriver à restaurer une trajectoire de maîtrise des dépenses publiques qui permettra de financer les dettes futures tout en investissant. Je note que n'ont pas été mentionnés des sujets qui, là aussi, vont avoir, et peut-être que dans la salle, il y aura des questions, des conséquences très importantes sur les trajectoires futures, les investissements, le vieillissement ou les changements climatiques, qui sont plutôt perçus comme étant finalement un concept un peu là, comme ça. Oui, ça fait bien dans ma liste d'infrastructures, il y avait les infrastructures énergétiques, notamment par exemple pour les voitures électriques et pour les nouvelles énergies. Mais c'est vrai que ce sont des vrais sujets, et quand aujourd'hui on regarde le niveau d'endettement de certains États, il faudrait se poser la question de leur projection, non pas juste mathématique, c'est-à-dire en faisant juste travailler des tableurs, mais en essayant de regarder ces changements fondamentaux. Je terminerai juste pour essayer d'être à peu près dans les temps sur, vu la situation des finances publiques de la plupart des pays européens, n'est-il pas temps d'avoir une vraie politique ambitieuse? Alors c'est peut-être ce que Augustin envisageait tout à l'heure, à savoir une vraie coordination des politiques d'investissement au niveau européen. À quel échelon cette question doit-elle se poser? Peut-on envisager que la politique de l'investissement ne soit plus locale, régionale, nationale, mais peut-être supranationale? Je terminerai là-dessus et je pense qu'on aurait de quoi débattre, mais voilà, je voulais juste... Merci. Juste avant de passer aux questions, pour rebondir sur ce que vient de dire Carole Sirou, Valérie Pécresse, vous lui en voulez d'avoir dégradé la note à l'époque? Vous étiez à Bercy, ou c'est à vous que vous en voulez? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un responsable comme ça à Bercy quand on se fait dégrader? On trouve ça très injuste, évidemment, parce qu'on se dit toujours que ça va beaucoup mieux le jour où on vous dégrade que la veille, et donc on a toujours du mal à accepter le timing de la dégradation. Surtout que c'est vrai qu'il y a des notations maintenant à date fixe en plus, donc il faut donner la réponse à une date qui ne correspond pas forcément à un état de l'économie. Non, mais j'imagine que ça couvait depuis déjà pas mal de temps, mais c'est vrai que nous, on l'a vécu très douloureusement, parce qu'en réalité, il y a un côté aussi autoréalisateur de la dégradation. Et c'est ça qui est assez dur, c'est que quand on est en pleine crise de l'euro, ce qui était notre cas, donc en pleine tourmente, que l'euro est menacé, que la Grèce risque de faire défaut, et qu'on a en plus la dégradation d'un certain nombre d'États qui sont en train de couvrir la dette de la Grèce, c'est encore un coup de massue de plus, parce que les marchés sont moutonniers, excusez-moi, mais les marchés sont moutonniers, et quand une agence comme Standard & Poor's dégrade, forcément, ça crée un vent de panique sur les marchés et un manque de confiance. Donc il y a un effet, effectivement, des agences de notation qui est... Voilà, c'est le coup de massue de plus, mais enfin, c'est pas grave, on se relève, voilà. Puis on est en partie responsable du coup de massue quand même. Merci pour cette franchise. On va passer aux questions. Alors, comme le veut, non pas la tradition, mais en tout cas l'édition 2014 de ces rencontres d'Aix, eh bien, ce sont les étudiants lauréats qui ont été sélectionnés pour poser les premières questions. Nous avons dans cette session Diane Laine, étudiante à l'EM Lyon, lauréate donc de ce concours dont le thème était « Investissez l'avenir ». Pour porter votre message, Diane, vous avez choisi la poésie d'une conversation imaginaire avec le Petit Prince. Et juste un petit extrait pour que vous ayez une idée. On m'avait dit... Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Tout est dit. Posez votre question. Très bien. En tout cas, elle tombe à pic. Ça vous a permis de poser votre première question. Allez-y, je vous en prie. Et bravo. Ma question est, est-ce que l'État devrait s'inspirer de nouveaux modes de financement, le financement participatif entre autres, pour investir dans des secteurs innovants, le secteur numérique, l'économie sociale et solidaire,
ou les nouvelles énergies notamment, qui intéressent beaucoup de jeunes. Et nous aimerions avoir des propositions concrètes. Merci. Valérie Pécresse, éventuellement, pour répondre à cette question. Alors, en réalité, moi, j'entends bien la question. Vous êtes jeune et il y a des projets qui vous paraissent socialement plus motivants et socialement plus utiles. Pas forcément économiquement. Alors moi, je séparerais les deux. Je dirais, il y a des projets qui peuvent être économiquement très rentables un jour. Par exemple, des nouvelles technologies ou par exemple des projets numériques. Là-dessus, il faut faire du capital risque, c'est-à-dire qu'il faut qu'on amène les investisseurs à prendre des participations au capital d'entreprises. Et là, on peut faire ce qu'on appelle du crowdfunding ou du financement participatif. Et l'État peut dire, par exemple, ce qu'on avait fait avec René très astucieusement, si le privé met 1, le public mettra 1. Et on fait un effet de levier avec le public, par exemple. Et ça peut même aider certaines collectivités locales, par exemple, ou certains États, qui auraient tendance à subventionner un peu tout et n'importe quoi. Si le privé y va, si les citoyens pensent que c'est un bon projet, ça nous aide à considérer qu'effectivement, c'est le bon projet et pas à disséminer des subventions, à les saupoudrer sur tout le monde. Donc oui, sur les projets qui ont une rentabilité éventuelle future, l'État peut aider et peut aider le privé à prendre le risque d'investir. Ça, ce serait très bien. Mais il y a d'autres projets, l'économie sociale et solidaire ou des projets d'innovation sociale d'une manière générale. Ils ne seront jamais rentables. Ils sont rentables pour la société, mais ils ne sont pas rentables économiquement. Sur cela, moi, je pense qu'il faut faire évoluer complètement la logique de subventionnement de l'État parce qu'on est dans une logique de guichet. Dans une logique de guichet où on n'évalue jamais les actions qui sont entreprises. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'à dépenser sans compter, on finit par poser même la question même du subventionnement associatif. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen d'essayer d'amener le public à évaluer lui-même les associations, à dire telle association, je la connais, elle fonctionne très bien, elle fait des choses très utiles, etc. Donc il y a toute cette question de l'évaluation de l'innovation sociale qui est vraiment très importante dans notre pays. Et je pense qu'on peut même mettre des chercheurs là-dessus, sur l'évaluation de l'innovation sociale. C'est ce que fait Esther Duflo, vous savez, la jeune économiste normalienne qui était au MIT, qui maintenant au Conseil Obama. Elle faisait ça pour l'aide au développement. Elle évaluait les projets d'aide au développement de façon à ce qu'on ne déverse pas de l'argent sur des projets qui servent à rien, mais qu'on les mette là où c'est utile. Typiquement, les comprimés de déprotéinisation, pas de décontamination de l'eau, il ne faut pas les donner aux familles parce qu'ils ne les utilisent pas, il faut les mettre à côté du puits, parce que quand ils sont à côté du puits, on les utilise. Vous voyez, c'est des choses très concrètes. Merci. L'organisation me dit devant qu'on n'a plus le temps pour les questions dans la salle. Alors comme je sais que ça ne va pas vous plaire, on va faire un deal, on va faire un petit compromis entre nous si vous êtes d'accord. 3 questions très courtes, 3 réponses très courtes. Vous êtes précis, vous dites à qui vous vous adressez. Première question. Un bras levé par ici. Question à Augustin Dromanet et à René Ricol, Grégoire Santi, Nextage et G20 des entrepreneurs. On parlait de comment un État désargenté peut-il investir. En 2007, sous l'impulsion de l'État, on a mis en place, et la Caisse des dépôts, on a mis en place en France quelque chose qui était inspiré de l'expérience du Small Business Investment Corporation, qui avait permis d'orienter 7 milliards d'euros d'investissement en l'espace de 5 ans vers le financement des PME, avec un ratio de 1 d'argent public pour un ratio de 5,8 d'argent privé. Il faudrait que la question soit plus courte que la réponse, s'il vous plaît. Et la question est simplement, qu'est-il devenu? Pourquoi a-t-il été arrêté? Merci. Augustin Dromanet. C'est un projet qui est sur une idée de Grégoire, qui a été géré par Augustin et par moi, qui s'appelle France Investissement et qui a en réalité lancé le capital investissement en France. Le projet perdure. Alors ça me permet, je voulais dire un mot, donc je vais le dire, de compléter une chose, qu'il y a des étudiants dans cette salle, il y a des gens qui ont envie de créer des start-up et d'être entrepreneurs. Tout à l'heure, il y a des étudiants qui nous l'ont dit. Je voudrais dire qu'il y a un bon exemple de ce qu'il faut faire, ce sont les investissements d'avenir. Ça n'a pas été discuté par la gauche quand ils ont repris. Louis Gallois a gardé les mêmes équipes, Louis Schweitzer aussi, et les mêmes règles, ce qui est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'argent qui a été donné à la BPI. Il ne faut pas toujours dire que les gens qui nous succèdent sont mauvais. La BPI, c'est plutôt bien, c'est une bonne idée. Nicolas Dufour fait un boulot formidable, il faut le dire, quand des choses sont bien. Il y a beaucoup de fluidité, il y a beaucoup d'argent d'investissement d'avenir sur la Caisse des dépôts. Donc quand vous avez des idées, ça vaut la peine d'aller voir la BPI. Il y a de l'argent. Il y a des gens qui sont faciles à contacter. Ça se passe dans toutes les régions de France. Ce sont les guichets BPI. Et vous pouvez être connecté sur le numérique, sur les biotech. Il y a beaucoup de projets très intéressants. Je le dis parce que il y en a dont la carrière est plutôt derrière eux que devant.
c'est sympathique, on sait assez nombreux à cette étape, pas Valérie évidemment, et puis il y en a d'autres dont la carrière est devant, donc je veux leur dire, il y a encore de l'argent quand même dans ce pays désargenté, allez-y, le guichet de la BPI, c'est les investissements d'avenir, et donc voilà, tentez votre chance. Je vais laisser les autres questions, parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Ok, deuxième question dans la salle, ici. Et puis troisième, le monsieur là-bas. Voilà. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Abidine Ordine, Toulouse School of Economics. C'est bon, vous m'entendez? Donc j'avais une question à Madame la Présidente de S&P. Pour faire court, j'arrive pas à comprendre le business model de votre entreprise. Pourquoi notez-vous les États? Je comprends la notation des entreprises, mais quel est l'intérêt financier à noter des États? Voilà. Merci. Carole Sirot. Alors les États sont parmi les plus grands emprunteurs dans le monde et donc ils ont besoin aussi de communiquer et d'informer les investisseurs sur leur qualité de crédit. Et donc ce n'est pas différent pour un État de demander une notation comme le fait une entreprise ou une banque. Voilà. Oui, je rebondis en une minute. Si on ne veut pas être mal noté, il ne faut pas emprunter en fait, ou il faut se désendetter. Donc si on se désendette, on sera libre vis-à-vis des agences de notation et on pourra leur dire vos notations. Hein. Voilà, je suis désolé, il n'y aura pas de questions parce que je vois là dans le couloir que je pense que je ne vais pas sortir vivant d'ici. Donc je vous remercie, merci pour votre écoute et merci surtout à ceux qui sont venus prendre la parole. Merci.